Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, lundi 3 octobre, heureuse de vous retrouver. Nous allons débattre ensemble avec Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour I24 News. Vous avez publié Les uns contre les autres qui est paru aux éditions du CERF. Georges Kuzmanovic ne devrait pas tarder à arriver, président de République Souveraine. Samuel Lafont, bonjour, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Bonjour à tous. Et Jackie Isabello, bonjour Jackie, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Ah oui, je vous entendais pas. Vous m'entendez ? La rentrée de l'Assemblée nationale, la NUPES empêtrée dans les affaires, le RN qui va faire une rentrée qui va être encore peut-être plus observée que les autres rentrées, une majorité divisée, la menace de la dissolution. On va revenir sur le Conseil d'État qui valide l'utilisation par les enfants transgenres du prénom de leur choix. C'est tombé vendredi, on n'en avait pas parlé ensemble. Et puis Sandrine Rousseau huée à la manifestation de soutien aux femmes iraniennes. On va parler de tous ces sujets avec vous. Commençons peut-être avec vous, Noémie. Oui, écoutez, c'est cette sorte de cadeau empoisonné qui dit bien la crise que nous allons traverser cet hiver. C'est donc la commune de Perrier, dans la Manche, qui a décidé d'offrir une polaire à chaque écolier de sa commune. C'est une façon de compenser la baisse de température et de chauffage dans les salles de classe. Le maire de la commune, Gabriel Daube, a accordé une interview à nos confrères de France Bleu et il le dit clairement, offrir cette polaire va permettre d'accompagner un dispositif qui vise à réduire la facture énergétique. C'est aussi une politique sociale pour venir en aide à ceux qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Mais il s'agit surtout de suivre les recommandations du gouvernement qui a appelé, je le rappelle, à limiter à 19 degrés le chauffage dans les classes. Et tout cela, bien sûr, n'est pas sans rappeler la petite phrase de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a affirmé qu'il ne porterait plus de cravate mais des cols roulés, ou celle de la première ministre Elisabeth Borne, qui elle s'affiche avec sa doudoune tout à fait dans son bureau. Alors, est-ce que tout cela n'est pas finalement un peu de pommade sur une jambe de bois, c'est-à-dire finalement que ça ne sert pas à grand-chose, et surtout, si vous voulez, toutes ces questions-là, moi, me ramènent toujours à la même interrogation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de référendum ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas consulté la nation française avant d'en arriver à de telles extrémités ? Pour leur demander quoi ? Pour leur demander s'ils acceptent, oui tout à fait, si on accepte de renoncer à 30% du gaz russe et en fait de rentrer clairement dans ce conflit et de renoncer en fait plus qu'à notre confort là, parce qu'on en arrive à des situations où on va imposer à nos enfants d'avoir froid dans leur salle de classe. Oui. Et tout cela, ça se prévoit en amont et surtout on aurait dû être consulté. Oui, une réaction. Quelle propagande ridicule. Alors là, les dernières personnes qui continuent à soutenir le gouvernement dans ces errements de ces derniers mois, j'espère que ces personnes-là vont se réveiller. Et quand on vous dit arrêtez de mettre une cravate, il faut mettre un col roulé, on va arrêter de chauffer, mettez des pulls, on peut quand même se poser des questions sur non seulement les propos du gouvernement, mais aussi ses capacités à gérer le pays. J'ai envie de dire aussi, j'ai vu des messages passer sur Twitter, dont un qui m'a marqué, une personne faisait remarquer qu'en fait il y a des Français qui depuis des années se chauffaient moins, parce qu'ils avaient moins de pouvoir d'achat. En fait on arrive avec deux sujets qui arrivent en même temps, c'est-à-dire d'un côté cette histoire d'énergie et en même temps la baisse du pouvoir d'achat avec l'inflation. La réalité, c'est qu'il y a déjà des Français qui arrêtent de se chauffer ou qui se chauffent moins parce qu'ils ont plus d'argent. Et là, en fait, ça va être cet hiver va être très dur pour eux. J'ai un auditeur vendredi qui me disait, qui habite en Savoie, qui me disait que les HLM de Savoie n'ont pas allumé le chauffage alors qu'il fait à peu près 5 degrés en ressenti et que lui, son chauffage, c'est le porte-serviette chauffant dans sa salle de bain. Donc il ricanait un petit peu, enfin riait jaune à l'évocation de Gilles Legendre qui disait on va mettre un étendoir dans la salle de bain. Il dit moi c'est ce qui me permet de me chauffer aujourd'hui. Donc ce décalage est, je pense, pour certains Français assez terrible. Jackie, vous vouliez réagir aussi ? Oui, écoutez, je crois qu'en politique, quand même, la force du symbolique, depuis toujours, a quelque chose d'assez important. Alors, ça peut paraître effectivement dérisoire que ministre de ceci ou première ministre de la France, je revête une doudoune ou un pullover, mais cette symbolique est intéressante. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est de constater que au-delà de ça, on a encore les membres du gouvernement qui sont attendus tout moteur ouvert par leurs chauffeurs lorsqu'ils sortent du Conseil des ministres. On a envie de leur dire, on entend vos symboles, maintenant vous êtes en droit, parce que dotés d'une conscience et d'une intelligence, de comprendre que ça ne peut plus se faire.
Hein, alors oui, les symboles, mais derrière, il faudrait que l'ensemble de la machine étatique s'aligne et à tous les niveaux. Je vais vous donner un exemple. Parfois, ceux qui débranchent les enseignes lumineuses extérieures, alors que ça fait sourire, ça fait râler. Moi, en face de moi, j'ai encore 600 mètres carrés de bureau, c'est allumé toute la nuit, vous voyez. J'ai envie de me dire, je ne me retrouve pas une mentalité de délateur, mais j'aurais bien envie que la mairie me dise, tiens, il y a un mail, si jamais tu vois quelqu'un qui a oublié d'allumer les locaux, peut-être le signaler, parce que les efforts doivent être faits au-delà des ministres par l'ensemble de la population. Et j'imagine que, comme vous, moi, j'ai sensibilisé les enfants pour leur dire qu'à chaque fois qu'ils vont ici ou là, eh bien, cette petite contribution permettra d'abonder un projet commun. Et au-delà de tout ça, moi, je pense que c'est quand même quelque part un projet commun. Cette guerre, on l'a pas voulu, on est contre. Donc, à un moment, eh bien, déjà, qu'on retrouve la conscience de ce que c'est l'énergie dont on parlait quasiment jamais, et qu'on retrouve d'une certaine manière un projet commun. Eh bien, en tout cas, un paramètre du projet commun, c'est pas complètement stupide. Oui, une polaire, ça coûte entre 10... Il faut savoir les produits, la polaire. Nous, au bureau, on s'est posé cette question-là parce que justement, on veut doter les collaboratrices et collaborateurs de quelque chose parce qu'on va aussi réduire le chauffage. Et tout de suite, on s'est dit, bon, alors ce truc-là, d'où ça vient? Rappelez-vous, à l'époque de Pierre Gattaz, ils avaient fait fabriquer leur pins 1 million d'emplois et quelqu'un s'était dit, bah, tiens, il a été fabriqué où ce pins? Et là, le pins, il a été fabriqué à l'autre bout du monde. Donc, on ne peut pas effectivement faire ce genre de choses. Mais bon, on est doté d'une espèce de masse entre les deux oreilles. On peut s'en servir, je pense. Oui, mais bon, l'histoire de l'école, c'est là aussi une forme d'infantilisation. Oui, et de régression. Totale, on a l'impression qu'il y a un retour à l'âge de pierre. On est dans on dit souvent nous sommes au 21e siècle, mais je veux dire, on est dans une société quand même assez avancée. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la technologie qui progresse. On est dans l'ère du progrès et on a l'impression que malgré tout, là, il y a un retour total à des choses extrêmement élémentaires, basiques, régressives. C'est assez surprenant. Et on essaie de nous vendre ça à coup de symboles. Moi, j'ai envie de dire, très bien les symboles, sauf qu'au bout d'un moment, c'est ridicule quand on prétend que les symboles correspondent à l'essentiel du manque d'énergie. C'est-à-dire que c'est pas parce que Bruno Le Maire va mettre un col roulé plutôt qu'une cravate qu'on va s'en sortir. Et en plus, le souci qu'il y a, et un peu cette petite musique qui est en train de s'installer, c'est de nous expliquer qu'on a d'une certaine manière une chance de se rendre compte qu'on a des problèmes d'énergie. Non, on n'a pas de chance de se rendre compte que des gouvernements depuis des années ont fait n'importe quoi et mettent des Français dans une situation, mettent nos enfants dans une situation qui est pire que celle que nous-mêmes ou celle que nos parents ont vécue. Ça, il faut qu'on arrête avec ça. Le pays est en train de se casser la figure. On s'en rend compte dans plein de domaines. Je vous parle même pas d'insécurité, le baisse pouvoir d'achat, des problèmes d'énergie. À un moment, il faut qu'on se réveille et qu'on se dise, bon, est-ce qu'on va continuer comme ça à descendre dans le gouffre? Alors, oui, juste Noémie, moi, souvent quand je vois ces histoires-là aussi, je pense à Poutine et je l'imagine devant sa télé et je pense qu'il doit bien se marrer parce que c'est vraiment l'humiliation absolue, quoi. Que le ministre de l'économie français, on n'est pas même pas un petit pays, on n'est pas dans un pays sous-développé, explique qu'il va mettre des cols roulés en gros pour pas avoir froid parce que on s'apprête à vivre un hiver difficile. Bah moi, je pense que Poutine doit bien rire parce que les rapports de force là, eh bien, sont ce qu'ils sont. Oui, non mais et chapeau à la marque Éric Bompard qui fait des cachemires, donc très cher, mais qui a dans le journal du dimanche réagi assez rapidement sur les cols roulés. Donc voilà, tout le monde surfe. Je vois cet auditeur de Savoie qui me renvoie le communiqué d'Engie de Habitat, Haute-Savoie Habitat, qui dit que le chauffage sera mis en route le 28 septembre et les réactions sur Facebook des gens qui disent 17 dans l'appartement, on paye chaque mois des charges, on n'a rien, nous sommes le 1er octobre, toujours aucun signe de mise en chauffage. Il fait presque plus chaud dehors que dedans. Chez nous, il fait 13 degrés dans l'appartement. Mon bébé est tombé malade. Enfin, on vit en France, quoi. Enfin, c'est inimaginable d'en être arrivé là. Et puis, aparté qui n'a pas grand-chose à voir, mais un peu quand même, sur Paris 2024, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, à Paris, trouver un taxi ou un VTC est devenu quelque chose de très compliqué parce que, alors, d'une part, je le dis pour nos auditeurs parisiens, mais je crois que ça doit être le cas aussi partout en France pour les taxis, c'est qu'il y a une grève à Fos-sur-Mer dans le
le dépôt de carburant, ce qui fait qu'il n'y a plus de gasoil. Donc les chauffeurs de VTC et taxis arrêtent. Donc, On dirait le début d'un scénario de science-fiction, oui, d'horreur. Absolument, mais là c'était la nuit blanche à Paris samedi, impossible de trouver, donc festif, impossible de trouver un taxi. Donc comment on rentre chez soi à 2h du matin, ce sera des questions auxquelles il va peut-être falloir réfléchir. Vous allez me dire, on peut prendre le métro, mais pas forcément tout le temps. Il y a aussi une interrogation à porter sur tout ça. Il y a un institut économique à Riyad, qui est très spécialisé sur le pétrole, qui a fait une grande étude en disant on va tous vers la transition énergétique, mais il dit les problèmes que le monde rencontre, eh bien ça fait 3-4 ans qu'il manque 140 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures gazières et pétrolières, parce que cette transition, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler du gaz et du pétrole, mais il faut quand même assurer la continuité énergétique pour que les gens ne meurent pas de froid. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça fait quand même 20 ans, 30 ans que certaines ONG financées par, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc j'irai pas là-dessus, nous expliquent que le nucléaire, ça n'est pas bon. Eh bien, aujourd'hui, nos infrastructures nucléaires qui produisent du courant, elles ne sont pas au niveau. Ça, c'est pas la faute à un tel ou un tel. Il y a des gens qui, depuis 25 ans, nous expliquent que le nucléaire, c'est pas bon. Mais ces gens-là, on les traduit devant quel tribunal? Parce qu'on sait très bien que c'est aujourd'hui totalement déraisonnable de continuer à porter un discours pareil. Eh bien, c'est vrai que le prix de l'électricité augmente de ce fait. L'énergie, ce ne sont pas des grandes incantations, c'est extrêmement lourd. On en est là aussi à cause de ça, et c'est bien que les Français s'interrogent sur ces aspects-là. Alors, les symboles, ça ne fait pas tout, mais ça veut dire quand même quelque chose. Oui. Réaction d'un auditeur qui nous dit, en chauffant moins, vous allez voir, les gens vont être malades, ils vont avoir des grippes en pagaille, ils vont s'enrhumer. Et c'est vrai, chez moi, il dit, toute ma famille est malade, cousins, oncles, tantes. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour continuer à débattre toutes les polémiques du jour avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter et débattre de l'actualité. Jackie, Isabello, votre coup de gueule. Alors peut-être un coup de cœur, vous y tenez. Noémie y était ce week-end pour l'ami Arnaud Benedetti qui a organisé une manifestation dans le Sud. La Cité des débats avec des très grands philosophes à l'initiative de la revue politique et parlementaire et accueilli par le maire Masquelier de la commune de Saint-Raphaël. Voilà, on a vraiment partagé énormément de très très bons moments et de dire que dans les territoires, au service des élus, on peut produire de l'intelligence. Il y avait énormément de monde et ça fait plaisir de voir qu'au plus profond de la France, eh bien, on arrive à attirer les plus grands cerveaux pour débattre de sujets majeurs, la liberté. Et je salue Naomi qui était effectivement. Noémie, ça vous ennuie de dire en province plutôt que dans les territoires, mais c'est un détail. Un bouquin qui vient de sortir qui redonne de la valeur au bouquin La Province. Pourquoi on dit en territoire, ça s'appelle la province. J'ai eu cette discussion très rapide avec le maire. La culture institutionnelle, Valérie, qui veut dire ça. Oui. J'ai eu cette discussion justement à cette occasion avec le maire de Saint-Raphaël, donc qui a organisé en partie cet événement. Et c'est vrai qu'il appelait à une décentralisation aussi du monde de la culture, des idées, et c'est une façon aussi de faire vivre alors les territoires ou la province, comme vous voulez l'appeler, mais en tout cas de montrer qu'on peut, on peut développer des choses partout et pas uniquement à Paris, c'est vrai. Alors Jackie, politique de lutte contre la drogue, on en a beaucoup parlé ce matin dans la matinale de Sud Radio, mais vous voulez revenir sur cette impuissance C'est de pire en pire, Moi j'ai eu l'occasion de suivre les travaux d'une économiste brillante qui s'appelle Emmanuel Auriol, avec un autre qui s'appelle Monsieur Joffard. Et ils ont fait des travaux. Elle s'est rendue compte en fait que des dealers passaient au-dessus du mur de l'école de ces gamins. Et à un moment, en économiste, elle a décidé de regarder ce que ça voulait dire et quels étaient les tenants et les aboutissants. Et elle n'est ni pour ni contre, évidemment, elle n'a pas envie que ses enfants se droguent, mais elle était arrivée à des constats qui étaient de dire nous avons la politique la plus répressive, ça ne marche pas, les chiffres qui sont sortis encore hier dans le JDD et ailleurs le démontrent. Et donc elle faisait des propositions. Alors à chaque fois ça fait réagir parce que on pense qu'on est légaliste, mais
elle disait il faut que l'État se serve de ça parce que ce sont des forces de sécurité qui sont trop employées, mal employées. Ce sont des territoires ou des territoires de province qui sont cantonnés à une image déplorable. Et elle dit cet argent, on pourrait le gérer, l'État pourrait le gérer comme dans certains pays, même si ça marche pas parfaitement partout, et s'en servir pour former des jeunes qui sont tombés dans des schémas de deal qui sont dévastateurs. Et disait-elle, parce que ces gamins-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ont énormément de soft skills. Ça peut vous paraître complètement délirant. Ça veut dire quoi ? Je suis en train de vous dire. Eh ben, un gamin qui vit dans la violence, qui fait du commerce, qui le fait dans des conditions, on va dire, commerciales particulières. Je dis conditions commerciales parce que n'oubliez pas que jusqu'à très récemment, le plan comptable général et la direction générale des impôts ou le Trésor admettaient qu'on puisse donner des enveloppes pour obtenir un marché. Eh bien, ces gens-là, ils ont développé des savoir-faire que derrière, on peut réutiliser par la formation. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe, mais de dire la politique tout répressive, elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne de moins en moins. Et il va falloir penser différemment. Je vois Samuel Lafont qui trépigne. Il y a quand même eu pas mal. Non, mais il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été tentées. Je raconte souvent celle d'une très grosse entreprise qui avait une usine de la seconde chance, qui employait des jeunes. Ça durait en général 48 heures, ils avaient 85% d'échecs. Le gamin disait, mais pourquoi je me lèverais à 8 heures pour gagner 1300 ou 1200 euros à l'époque, alors que je les gagne. Enfin, c'est très, très, très compliqué. C'est un peu bisounours. Parce que tu vas mourir, tu vas finir en prison. C'est peut-être un. Vous croyez franchement, relisez Maurice Berger, vous verrez, vous comprendrez certaines choses. On a critiqué il y a quelques minutes la propagande sur l'énergie pendant des années, et là, on a une propagande incroyable sur cette délinquance et sur le trafic de drogue. On ne peut pas dire d'un côté qu'on est dans le tout répressif et après voir ce qui se passe dans le système pénal français. On sait qu'on met énormément de temps à condamner des racailles qui agressent, qui vendent de la drogue, qui commettent des délits et des crimes, qu'on a des délinquants et des criminels qui sortent de prison extrêmement rapidement, qui ont l'impression de jamais être punis, et en même temps on nous explique que sur la drogue on serait tout répressif. C'est faux, et les Français le savent. On est tout sauf un système tout répressif. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a un manque de réponse pénale. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a un manque de réponse pénale de manière générale que ces racailles se sentent très libres. Et en fait, vous savez, ça a été nié pendant des années, le fait que ces délinquants font un simple calcul de coût-avantage. Vous allez au collège, dans les collèges, vous avez des gens qui dealent et des gens qui agressent. C'est très simple. Ces racailles, ces délinquants, ils font très facilement le calcul coût-avantage. Ils savent qu'ils ont un avantage immédiat et qu'il n'y a parfois aucun coût. Et le coût qu'il pourrait y avoir en face, c'est une réponse pénale. La réalité, c'est qu'il y a en ce domaine, comme dans les autres domaines, les agressions, on voit la multiplication des viols, on voit l'augmentation des agressions sexuelles, on voit la multiplication des agressions au couteau. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de réponse pénale ferme en face. S'il y avait une réponse pénale ferme en face, je vous garantis qu'on n'aurait pas les phénomènes actuels. Les policiers vont être ravis de vous entendre. Pourquoi ? Les policiers vont être ravis de vous entendre. La réponse pénale, elle n'existe pas. Non, mais vous savez le travail que font les policiers sur le terrain. Je connais un petit peu le travail des policiers. Le problème, c'est la chaîne pénale complète. Vous ne pouvez pas vous limiter au travail des policiers. Le problème, c'est la chaîne pénale complète. Et quand vous parlez à des commissaires, ils vous disent très, très rapidement et très souvent que malheureusement, ils attrapent plein de fois la même personne et que la même personne sort parce que, il n'y a pas de réponse pénale derrière au niveau de la justice, alors que les policiers ont fait le travail en amont. Mais je ne comprends pas ce que vous proposez, Jackie. Enfin, ce que propose cette femme, c'est quoi ? C'est de leur proposer un autre boulot Cet économiste qui donc alors c'est pas n'importe quel économiste, elle fait partie du Conseil d'analyse économique qui réunit les plus grands experts français dans le domaine de l'économie. Elle dit on est le pays le plus répressif et donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut envisager les choses différemment. Parce que, et d'un point de vue de l'économie, ça mobilise énormément de policiers, ça mobilise énormément de magistrats, et c'est de. Oui, mais ça j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Les réseaux parallèles se développent aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Le constat, on le connaît tous. Valérie, je ne vais pas sortir des banalités d'usage comme je l'ai pu les entendre ici, mais je ne suis pas élu. Moi, j'ai une lecture économique et c'est mon domaine. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue du constat
dans la société, ça ne marche pas. Et la lecture économique des moyens qui sont employés pour combattre ça, eh bien, ces moyens sont jugés aujourd'hui déraisonnables pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Donc moi, je ne dirais pas que j'ai la solution. Je ne suis pas homme politique. Ce que je veux dire, c'est que j'attire l'attention là-dessus à l'occasion de votre émission, parce que, encore une fois, on dit quels que soient les moyens mobilisés, eh bien, nos enfants sont encore soumis à ça. Aujourd'hui, ça passe par la poste. Vous avez quand même aujourd'hui des drogues qui sont envoyées par l'intermédiaire de la poste, et la poste est complice, et tous les gens qui acheminent des courriers à leur corps défendant sont complices de l'acheminement de drogues qui sont de plus en plus néfastes. Et donc, ce tout répressif, eh bien, il faut le re-questionner parce que les risques peuvent venir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une fois, même si on avait contrôlé le tout répressif, eh bien, ça viendrait d'ailleurs et il faudrait utiliser encore plus de moyens pour contrôler des drogues qui passent par la poste et qui dévastent la vie de nos gamins et des familles entières et des territoires entiers. Bon. Mais je n'ai pas la solution, malheureusement. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Georges Kuzmanovic vient d'arriver. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Jacky Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Alors Samuel Lafont, vous aviez un coup de gueule, on va peut-être raconter, situer un petit peu, parce qu'on a le son, c'est passé sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un reportage de Public Sénat dans lequel on nous parle du collège Berlioz à Paris, dans le 18e arrondissement. Et les propos qui sont tenus dans ce collège, dans ce reportage, sont édifiants. Je vous cite. « Ici, il n'y a que des Noirs et des Arabes. On se disait qu'on allait être envahi par les Blancs. » En fait, dans ce reportage, on nous parle d'un collège dans lequel il y a essentiellement des enfants issus d'immigration. Et en troisième, les enfants de notre collège à proximité, essentiellement des blancs bobos parisiens pour le dire rapidement. En fait, les enfants de ce second collège vont dans le premier collège pour la troisième. Et les propos qui sont tenus anti-blancs dans le reportage sont juste délirants. On entend des enfants nous dire... On va écouter, on a un extrait, écoutez. Entre nous, c'est pas la même catégorie, quoi. La première chose qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de blancs. Voilà, on est d'accord, il y a beaucoup de blancs comparés ici. Oui. Comment lutter contre les déterminismes sociaux? En 6e, à Berlioz, on était 4-5 blancs par rapport à tous les Noirs, les Arabes. Et ça, c'était vraiment choquant, quoi. Il n'y a aucune mixité. Les blancs, j'avais des préjugés sur eux que genre, vas-y, ils servaient à rien. Enfin, ils mettaient pas d'ambiance, clairement. En plus, il y a certains blancs, ils mettent pas d'ambiance. Hein. Ils mettaient pas d'ambiance, ils faisaient rien du tout. Quand tu leur parlais, ok, ouais. Et voilà. Bon, c'est pas hyper représentatif, mais bon, ça peut être une bonne expérience de tenter de la mixité. Ce qui est surprenant, c'est ces propos. Vous imaginez les mêmes propos tenus dans l'autre sens? Vous imaginez ce qu'on entend aujourd'hui? En fait, qui a mis ça dans la tête de ces jeunes? En expliquant qu'en fait, les blancs servent à rien, les blancs ne mettent pas de vie, les blancs ne mettent pas d'ambiance, et ça passe comme une lettre à la poste. Ouais. Aujourd'hui en France. C'est juste délirant. Et je peux vous garantir que là, il y a une vidéo qui a été extraite du reportage qui dure un peu plus de 2 minutes. Elle va circuler longuement sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, l'ensemble des propos sont choquants. Ouais, donc c'est quoi l'effet inverse qui est obtenu avec ce reportage, c'est ça? Je pense que les personnes qui ont fait ce reportage ne se rendent pas compte qu'elles montrent la réalité qu'une partie des Français ne voulait plus voir. C'est qu'en fait, ça fait des années qu'on fustige le blanc, parfois appelé le petit blanc, et on voit qu'il y a des jeunes issus de l'immigration, pour le dire rapidement, qui nous expliquent que les blancs sont moins que rien. Et ça, c'est encore ce qu'ils ont accepté de dire durant le reportage. Il faut voir ce qui se dit derrière, il faut voir ce qui se dit en privé. C'est du racisme quand même. Je veux dire, c'est du racisme. On sait que les associations antiracistes peinent à accepter l'idée qu'il y ait un racisme anti-blanc. On a là un exemple assez précis. On en a eu d'autres. On sait que de toute façon, les blancs sont toujours appelés différemment, les babtous, etc. Il y a des termes qui sont utilisés dans les écoles pour les désigner. Il y a une augmentation de ce racisme anti-blanc qui n'est pas du tout pris en compte par les associations antiracistes notamment. Oui, Georges. Alors, je mettrai un modulo à ce que vous avez dit. Parce que vous faites exactement ce que font ceux qui veulent pousser à ce racisme qui n'est pas assez dénoncé par les associations antiracistes. C'est qu'il y aurait un nous et un eux. Alors, les blancs et puis les autres. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est dévoré par la culture américaine anglo-saxonne communautariste et que la haine intracommunautaire est ultra violente. Les propos entre des Maghrébins et des Noirs, c'est délirant. Les petites crapules du 93 qui disent on va se faire un ouache, on va se faire un Chinois.
au point où les Chinois, qui quand même sont vraiment une communauté qui manifeste beaucoup et s'engage en politique, ont été obligés pendant des mois et des mois de faire des manifestations parce que les gens de leur communauté étaient attaqués, ou même entre Maghrébins, ou entre communautés noires, entre Sénégalais et Togolais, entre Marocains et Algériens. Enfin, c'est des haines extrêmement violentes. Or, ça montre bien que cet universalisme républicain qui a fait la force de la France s'effondre. Ouais, et pas que dans ce cas-là, mais moi je ne le nie pas. C'est pas pour le nier. J'entends votre propos, mais la réalité c'est qu'il y a des gens qui se font traiter de sales blancs en France et que pendant des années... Mais il y a des gens qui se font traiter de sales noirs. Oui, mais pendant des années, vous avez expliqué, comme le disait Noémie à l'instant, que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et la réalité, c'est qu'en fait, on avait des jeunes Français qui le vivaient au collège, au lycée, en sortant de chez eux. Et maintenant, en fait, ça arrive comme si on le découvrait, alors que la réalité, c'est que ça dure depuis des années. Et que le problème, c'est qu'il y a des insultes, mais après, il y a des coups. Jackie Isabello. Oui, c'est pas tolérable. C'est vrai que chez moi, à Lyon, les Lyonnais appellent les Stéphanois les chiens verts. C'est pas tolérable non plus. C'est vrai que vous allez, j'imagine, me reprendre parce que je suis cynique. C'est pas tolérable. Il faut combattre ça. Maintenant, je suis assez d'accord avec Georges. C'est cette espèce de communautarisme qui s'instaure et qui s'installe ne doit pas être monté en épingle en stigmatisant telle ou telle catégorie. Il faut le condamner. Si la justice doit s'en saisir et l'école également, c'est impératif. Maintenant, hypertrophier telle ou telle chose. Voilà. Après, ce que dit Monsieur Lafont, que se développe un racisme anti-blanc, et Naomi on a bien parlé, j'espère pas dévoyer ce qui avait été une des parties de votre ouvrage. Ça doit aussi lever le voile sur l'évolution d'une société. Le livre s'appelle Les uns contre les autres. Vous avez fait une très belle chronique dans la revue parlementaire d'ailleurs. Je vous avais pas remercié. Merci beaucoup. Et ça se passe à Sarcelles. Très bien écrit. Allez, Éric Dupond-Moretti vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt. La décision vient d'être rendue. On lui reproche, il est accusé d'avoir profité de sa position pour demander des enquêtes administratives contre 3 magistrats du parquet national financier. C'est dans le cadre de l'affaire Bismuth, pour voir quels étaient les taupes auprès de Nicolas Sarkozy. Et puis il est accusé aussi d'avoir ordonné une enquête, des poursuites administratives, que c'est pas une enquête, des poursuites contre un ancien juge d'instruction détaché à Monaco. Donc appel. Donc pour l'instant, il est présumé innocent. On attend de voir la suite, mais bon, ça fait un peu désordre. Ça fait un petit désordre, c'est clair. Et quand on connaît le personnage Éric Dupond-Moretti, quand on voit toutes les sorties qu'il peut avoir et les avis tranchés sur dans le mauvais sens, sur la délinquance, sur la sécurité, sur le fait que la France ne serait pas un coupe-gorge, alors qu'on voyait le jour même ou le jour d'après des Français se faire égorger, on peut se dire qu'il est possible qu'il y ait anguille sous roche. Et en fait, là, je me suis emmêlé les pinceaux. Il a été déjà mis en examen. Là, il est renvoyé en procès. C'est la décision qui vient de tomber, effectivement. La mise en examen était déjà là. Et là, on le renvoie en procès. Donc, il sera jugé. Est-ce qu'il peut rester ? Est-ce que c'est tenable ? Et s'il est condamné, ça fera tâche. Mais là, renvoyé en procès, c'est un pas supplémentaire. Il peut rester tant qu'il n'est pas condamné. C'est quand même compliqué. On sait que, à partir du moment où on prend présumé innocent, tant qu'il n'y a pas de. C'est ça. Et puis à partir du moment où on accède à un certain niveau de responsabilité, on est scruté au moindre détail et on nous tombe dessus aussi parfois pour des choses qui ne sont pas justifiées. Donc si on doit partir de simplement une possibilité de condamnation, c'est quand même compliqué. Mais dans ce cas particulier, il est en délicatesse avec des juges. Et il est ministre de la Justice, il n'est pas ministre du Travail ou de la Défense. Oui, mais et ça serait déjà, certains pourraient considérer que c'est problématique dans une république qui se respecte dans beaucoup de pays. Quand on en arrive, quand on passe à un certain stade dans la procédure judiciaire, les ministres démissionnent. Ils sont remplacés par d'autres. Là, ils restent. Et moi, je mets ma main au feu. Ça se trouve, compte tenu de tout ce qu'on a eu avec Emmanuel Macron, de Benalla, en passant par Alstom jusqu'à Dupond-Moretti, peut-être qu'il sera condamné en justice et il restera ministre.
On verra. Visiblement, Emmanuel Macron s'en lave totalement les mains. C'est l'actualité. Il faut faire juste attention à ne pas prendre des décisions quand il ne s'agit que d'une présomption. Absolument, il n'y a pas eu de procès. Parce que sinon, si vous voulez, on change le gouvernement tous les 2 jours. Il faut aussi une certaine stabilité. Alors, il ne s'agit pas de garder des gens qui font des choses extrêmement graves. Il s'agit juste d'attendre qu'il y ait éventuellement une condamnation et de ne pas se suffire simplement d'une présomption et d'une possibilité, d'une potentialité. On a un gouvernement qui a une série, c'est un record absolu de ministres, de députés mis en examen. Parce qu'il y a aussi une judiciarisation de la politique qui fait il y a vraiment de vrais problèmes. Si on veut tout régler par les tribunaux de façon beaucoup plus violente qu'avant. De l'Assemblée nationale. Je vous en parlais. Richard Ferrand. Oui, M. Richard Ferrand. Oui, il n'est pas coupable. Bon, mais tout a été fait pour qu'il ne soit pas coupable. Un mot, Jackie ? Il a été défait dans les urnes. Sur ce renvoi, moi, ce qui me surprend, c'est que la jurisprudence est codifiée dans le droit français. On sait à quel moment elle intervient. On a créé une espèce de jurisprudence procédurale, c'est-à-dire que aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti est mis en examen. C'est défini, c'est catégorisé, c'est clair. On sait à quel moment ça intervient. Sur une affaire particulière, si la thématique avait été tout autre, c'est-à-dire une thématique qui est plus proche de celle qu'on a reprochée à M. Darmanin, et vous voyez que je prends des pincettes pour ne pas hystériser le débat, mécaniquement, on lui aurait demandé de démissionner. Et puis, on est en train d'introduire une jurisprudence extrajudiciaire en même temps. Vous avez vu, on crée des espèces de cellules qui n'existent pas en droit et qui permettent de dire à un chef de parti tu es dessaisi de tes fonctions. Les partis sont quand même définis, décrits dans la Constitution française. Donc, ça n'est pas une espèce de magma gazeux tel que le veut M. Mélenchon. Ça a une véritable existence. Et là, il n'est obligé de rien et on l'oblige à se mettre en retrait. Donc, en ce moment, la justice, elle est en train de hiérarchiser des choses qui ne sont absolument pas catégorisées, décrites ni conceptualisées. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, en tant que citoyen de base, moi, ça m'interroge parce que je ne comprends plus quand est-ce qu'on doit démissionner, quand est-ce qu'on doit rester. Et donc, derrière, ça veut dire que le café du commerce sur la justice, eh bien, il peut s'instituer. Vous voyez, on l'a institué au sens propre du terme. Oui, mais pourquoi en termes, parce que vous faites allusion évidemment aux violences sexuelles, pourquoi sur ces cas-là précisément? La question ne se pose pas quand il y a fraude fiscale, quand il y a des cas comme celui-là. Il faut rappeler ce chiffre, j'ai écouté un petit peu Sandrine Rousseau tout à l'heure, qui rappelait, ce que je rappelle, c'est-à-dire 800 condamnations dans des affaires de viol sur 90 000 plaintes. Ça interroge. Donc oui, j'entends ce que vous dites, mais il y a aussi un problème. Il y a un nombre de non-lieux qui sont prononcés, ce qui fait qu'on arrive peut-être à cette situation-là aujourd'hui, qui n'est évidemment pas acceptable, mais qu'on peut peut-être comprendre. Elle a expliqué, Sandrine Rousseau, qu'elle avait accompagné l'ex-compagne de Julien Bayou chez des avocats et que c'est quand même d'une violence. Tous ces gens qui disent elle a qu'à porter plainte, elle a qu'à y aller, mais c'est une violence terrible pour une femme d'aller... Et puis il y a un sujet. Pourquoi on nous parle aujourd'hui d'Adrien Quatennens, de Julien Bayou, de Thomas Porte et d'autres? C'est parce que pendant des années, la gauche a fait la leçon à tout le monde, a fait la leçon à droite, a fait la leçon à toute la société. Et on retrouve maintenant, en quelques semaines, un ensemble de cas de personnes, pas condamnées, mais... visiblement en bisbille avec leurs propos et leurs leçons qu'elles ont pu faire par avant. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a des donneurs de leçons sur ce sujet et sur d'autres qui en fait ne respectent pas ce qu'ils disent. On rappelle, autre information de la matinée, c'est la femme d'Adrien Quatennens, Céline Quatennens, qui a porté plainte contre son mari. Ça a été fait le 2 septembre et on l'apprend ce matin. Donc cette fois-ci, c'est une plainte. Georges, on n'a pas eu votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est pour ceux qui sont réunis hier à Place de la République en soutien aux femmes iraniennes qui se révoltent contre l'obscurantisme et qui se manifestent par le retrait du voile. Certaines se coupent les cheveux et prennent des risques considérables. Ça rejoint le combat
de ceux que moi j'ai pu soutenir, et aussi étonnamment, là je vais venir, des gens à la France Insoumise, de nos amis kurdes qui au Rojava combattaient contre Daesh, qui étaient les premiers fers de lance de la victoire contre Daesh, et qui comptent un tiers de femmes combattantes, et ces femmes combattantes, quand elles libéraient une localité, organisaient une fête de libération où elles faisaient des autodafés de voile. Bon. Ouais. Et hier, c'était assez intéressant, puisque donc, nous, on y était, prise de parole, donc un de nos responsables de la République souveraine, et il y avait Sandrine Rousseau qui s'est fait copieusement siffler. Écoutez, on a le son. Partout dans tous les pays du monde, Et ce matin, elle a dit mais nous avons été plusieurs femmes à être huées, Manon Aubry, Laurence Rossignol, et Laurence Rossignol lui a répondu dans les 5 minutes en disant c'est un mensonge, faire croire que toutes les femmes auraient été sifflées est une manipulation, que Sandrine Rousseau assume ses positions et ne cherche pas à nous embarquer toutes sur son bateau. Et puis, oui, allez-y. Non, mais c'est ça, c'est qu'on se retrouve, certains en tout cas à gauche, se retrouvent dans une situation qui est bien compliquée, y compris comme sur ces questions de relations hommes-femmes, que quand on est extrêmement exigeant et très vertueux, voilà, dès la moindre écart, même s'il n'est pas encore jugé par la justice comme une culpabilité, coûte très cher politiquement. Et là, on a des gens qui, ici, vont défendre le droit à certains d'exister politiquement, c'est-à-dire, je pense aux islamistes, et à laisser toute l'attitude pour contraindre les femmes à travers le port, entre autres, du voile, et en plus en défendant de manière complètement délirante, en reprenant les arguments fallacieux des frères musulmans, à savoir que ce serait la liberté, que ce serait une expression de la liberté occidentale, au point d'aller défendre du burkini, le port du burkini contre les institutions d'État. À Grenoble, eh bien évidemment, on se trouve un peu en porte-à-faux quand on vient défendre la liberté des femmes en Iran. Or, c'est ce que devrait faire la gauche. Et je termine là-dessus. Cette alliance de la NUPES est très très étrange si on se réfère à l'histoire de la gauche. L'histoire de la gauche, les cartels de gauche, 1936, le programme commun, un des liants, alors qu'ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout, mais le grand liant, c'était la laïcité et les valeurs républicaines. C'était la lutte contre Dieu, bien sûr. Entre autres. Et là, il y a un vrai souci. C'est une sorte de cancer idéologique à gauche et qui est vraiment problématique. On va y revenir. On marque une petite pause. C'est l'heure de la pub sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite après avec la réponse également de la députée Obono. Mangez vos morts. On va y revenir. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous parlions de la manifestation de soutien aux femmes iraniennes hier, manifestation au cours de laquelle Sandrine Rousseau a été huée. Je crois que c'est Éric Zemmour qui a eu la phrase la plus juste. Absolument. Oui. Éric Zemmour disait « On ne peut pas être Mahomet à Paris et Voltaire à Téhéran ». Et c'est la réalité de la gauche aujourd'hui, c'est qu'en fait, de certaine manière, comme disait Georges à l'instant, une partie de la gauche, une partie de la gauche en tout cas, en fait, fait le jeu des islamistes en France, très clairement, et de l'islamisation de notre pays, avec tous les problèmes que ça engendre en termes de communautarisme, de changement de notre culture, de liberté des femmes, etc. Et de l'autre côté, fait semblant fin de défendre le combat pour la liberté à Téhéran. Ce n'est pas tenable. Et les Français le voient bien, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que Sandrine Rousseau a été huée. Parce qu'en fait, les gens qui s'engagent sur ces sujets-là se rendent bien compte de l'hypocrisie de ces gens-là qui, en fait, en France, cherchent juste à faire la pêche aux voix. Ils ont perdu les voix à gauche des Français les moins fortunés. Ils ont perdu le combat qu'ils avaient pendant des décennies. Et maintenant, ils vont juste à la pêche aux voix des personnes issues de l'immigration, des banlieues. On a vu la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On a vu d'autres campagnes à gauche. Et la réalité, c'est que maintenant, cette gauche-là se détache totalement des Français qui prétendaient défendre il y a quelques années. J'ai juste un mot de parce que la situation est plus complexe chez les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans en France qui n'ont pas du tout envie de porter le voile, qui sont laïcs, qui ont fui l'Algérie, qui ont fui l'Iran, justement, qui trouvent délirant, alors qu'ils sont musulmans et croyants, certains plus ou moins croyants, délirant les positions d'une certaine gauche qui défend le voile qu'eux-mêmes combattent dans leur propre pays et qu'ils ont dû quitter. Donc, pas tous les musulmans. C'est peut-être pour ça. C'est certainement pour ça que vous avez vu des femmes iraniennes expliquer à Sandrine Rousseau pourquoi elle ne pouvait pas être dans cette manifestation. Jackie Isabello.
Évidemment, soutien total à ce combat qui s'est engagé là-bas, et il semblerait, selon les spécialistes du pays, j'écoutais Marjane Satrapi hier, que les racines d'une révolution pourraient se mettre en place, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes révoltes. Donc on croise les doigts. Après, je vais reprendre ce que disait Jacques Julliard ce matin dans un grand quotidien qui fêtera bientôt ses 200 ans. On comprend plus rien à ce que dit Sandrine Rousseau. Elle nous dit le travail n'est pas une valeur de gauche. Elle part dans des directions. Faudrait lui créer, je sais pas, une espèce de créneau d'animation sur Twitch ou sur tout un tas de chaînes de télé. Enfin, le socle idéologique d'un métier qui est un métier tout à fait respectable, qui s'appelle femme ou homme politique, de représenter les citoyens, est suffisamment difficile, est suffisamment remis en question, est suffisamment caricaturé. Eh bien, écoutez, que de temps en temps, des femmes qui ont des vrais problèmes, mettant en question la vie de leurs proches dans un pays lointain, lui fassent comprendre qu'on ne peut pas jouer impunément avec tout un tas de concepts, et qu'elle le vive un peu dans sa chair, même si dans mon propos, ça n'est pas de lui promettre la violence, évidemment, mais en tout cas, cette forme de violence verbale. Mais je ne suis pas sûr que ça la ramène son église au milieu du village. Je ne comprends pas ce que fait cette femme, qui est pourtant une économiste, et vous savez que je leur accorde énormément de crédit. Donc je ne commanderai pas plus ce qui s'est passé. Ce que fait Sandrine Rousseau, c'est juste du marketing en fait. La réalité, c'est qu'elle attire l'attention. Mais quel est son fond idéologique derrière? Quand elle nous parle du travail, par exemple, on voit qu'il y a des Français qui démissionnent, pas autant qu'aux États-Unis, mais qu'il y a des démissions, qu'il y a de plus en plus de Français qui se questionnent sur combien ils sont rémunérés par rapport à leur temps de travail. Véritablement, vu qu'en fait on voit qu'il y a l'inflation qui monte, qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat, est-ce que ça vaut le coup de travailler pour être payé si peu? Il y a des gens qui se posent des questions. Mais la réalité, quand on entend Sandrine Rousseau, c'est quoi? C'est que elle lance des slogans et derrière il n'y a rien. C'est du vide. C'est une gauche qui fait passer le sociétal avant le social. Et d'ailleurs, elle a donné une interview à l'Obs ce week-end, dans lequel elle place ses priorités, et on voit la hiérarchie qui est faite. Elle commence par parler de la viande, ensuite elle parle du social, et ensuite de l'écologie. Donc on a tout compris. C'est la gauche qui a complètement abandonné les classes populaires, les questions sociales, les plus pauvres, pour d'autres combats comme celui de la viande, celui de l'homme déconstruit. Alors elle disait ce matin qu'en fait, ce sont les médias qui ne retiennent que les choses. Mais c'est pas vrai, ce sont ses combats. Ce sont ses combats, ce sont les combats qu'elle porte. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle ridiculise en partie le féminisme, et elle est détestée dans certains milieux féministes. On a eu l'interview la semaine dernière d'Elisabeth Badinter. Qui n'était pas pour moi la meilleure interview qu'elle ait faite. Et en tout cas, elle avait des arguments contre Sandrine Rousseau qui se tenaient, qui étaient cohérents, et qui étaient en tout cas ceux d'une vraie féministe qui veut une vraie féministe qui dit aux femmes, pardon sur ce sujet, mais qui dit aux femmes qui portent plainte après la prescription qu'elle ne comprend pas pourquoi, elle est un tout petit peu déconnectée de la réalité. Il y a 1000 sujets. Oui, il y a 1000 sujets. Mais c'est d'une hypocrisie qui est crasse. Je veux dire, on a eu l'occasion avec Noémie ce week-end d'écouter Stéphane Rosès, Jérôme Sainte-Marie et tout un tas de gens qui ont dit, évidemment, depuis toujours, fonder une rhétorique pour installer une dialectique, c'est-à-dire un dialogue d'un homme politique vers des représentés, c'est extrêmement complexe de construire un discours comme ça, et l'ensemble des gens qui interviennent dans les partis le savent. Sûr, non, mais ça aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, et elle découvre qu'on prend un petit bout de phrase. Non, mais de qui se moque-t-elle, honnêtement? C'est évidemment que c'est son travail au départ de construire un discours intelligible, pour qu'il soit bien administré et permettre aux gens dont c'est pas le métier, parce qu'ils sont balayeurs, ils sont experts comptables, ils sont chauffeurs routiers, de se dire, ça me semble défendre les valeurs qui sont celles du pays que j'aime. Évidemment que c'est ça, alors qu'après, elle reproche aux médias de prendre qu'une partie des choses qu'elle dit. Enfin, je veux dire, voilà, si c'est ça la politique aujourd'hui, il faut... la politique aujourd'hui, c'est le tweet de Daniel Obono, donc c'est son député Obono, son compte Twitter, c'est député Obono, cette femme est députée, et elle dit « Bonjour à tous et toutes ». Petit astérix, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression, ceux-là, mangez vos morts.
ceux-là, mangez vos morts. Vous allez voir qu'elle va se plaindre des réactions. Députée de la République. Elle va avoir Le niveau énormément de d'argumentation réactions à son tweet et elle va se plaindre des réactions. Alors que c'est elle qui commence à insulter les gens. Non, mais depuis quand un député insulte sur Twitter les gens? C'est la crétinisation de l'époque. La montée de l'idiocratie qu'on dénonce souvent se Moi, retrouve quand à j'ai l'Assemblée quitté nationale. la France Insoumise, on me reprochait de hiérarchiser les luttes. Donc je mettais le social, la transition écologique avant les questions sociétales. C'est ce que fait Roussel, c'est ce que fait François Ruffin. Et on voit là qu'il y a une fracture dans la gauche. Et j'espère que cette gauche-là, totalement américanisée, disparaîtra au plus vite pour qu'on puisse lutter sur les vrais sujets, c'est les sujets sociaux. Il ne faudra pas qu'on oublie de questionner les prétendus écolos cet hiver. Culturellement, Madame Obono est cuistre parce qu'elle fait référence à la chanson dans Bande organisée, c'est Mange tes morts sur le vieux port. Donc si elle veut véritablement utiliser une référence culturelle, il faut qu'elle l'utilise jusqu'au bout pour s'adresser au public. Voilà. Alors, pardon. Jackie, je crois qu'elle fait référence au Lopez. Évidemment, je suis caricatural. Oui. Vous êtes trop cultivé. C'est trop. Dernier mot. On a bien vu que ces prétendus écolos, en fait, ne parlent plus d'écologie, mais ils vont être encore plus gênés cet hiver quand on verra que les conséquences pour les Français de manque de chauffage, de prix d'électricité, en fait, ça vient de leur politique, de leur propagande pendant des années, notamment contre le nucléaire. Et bien là, ils vont se taire. Ils parleront de tout sauf d'écologie. J'ai hâte de voir ça. Et on me signale que dans Bande organisée, c'est pas mange tes morts, mais c'est nique tes morts. Pardon pour ce mot sur l'antenne de Sud Radio. Vous n'avez pas les références. Absolument. Allez, on se retrouve nous dans un petit instant pour l'émission Média. Merci à tous les quatre.